aimez l'histoire, vous êtes au bon endroit dans l'émission Passé-Présent. L'émission est aujourd'hui présentée par Pierre Demeuse, qui remplace Philippe Conrad. Cher Pierre, nous avons un programme très intéressant. Écoutez, j'espère. En tout cas, d'abord, il me faut présenter les présents. Et à part vous-même et moi-même, sont présents M. Jean-Pierre Thurberg, éditeur, et M. Cyril Bordier, architecte des bâtiments de France et des monuments historiques, et qui va nous parler de l'œuvre de sa vie, n'est-ce pas disons l'œuvre à laquelle il s'est intéressé, il a consacré l'essentiel de ses efforts depuis de longues années, à savoir le château de Vaux-le-Vicomte. Oui, ça sera une merveilleuse promenade à Vaux-le-Vicomte avec l'œil d'un architecte. Mais tout d'abord, nous allons célébrer une victoire. Après tout, c'est formidable. Une victoire française et qui s'est passée dans une année en 14. Exactement. Les émissions précédentes ont été consacrées à l'anniversaire de l'année 14, puisque vous savez qu'il est dit par pas mal d'historiens que les siècles commencent toujours en l'an 14. Et bien voilà, nous avions 1814, 1914, nous avons eu 1714 la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons faire un grand bond en arrière dans l'histoire et nous allons parler de 1214, à savoir une bataille un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a eu une grande importance par rapport à l'histoire de France, c'est-à-dire la bataille de Bouvines. Alors, une coalition attaquait la France. Et racontez-nous un peu dans quelles conditions le roi de France s'est trouvé attaqué par le reste de l'Europe. Alors, effectivement, pourquoi est-ce que cette coalition assez importante va déclencher cette guerre et cette fameuse bataille de Bouvines? Eh bien, tout simplement, pour le comprendre, il faut remonter un peu en arrière, il faut savoir qu'au siècle précédent, le roi Louis VII le Jeune a répudié son épouse, la fameuse Aliénor d'Aquitaine, et à la suite de cette répudiation, il a perdu la dot de sa femme. À l'époque, il y avait une dot, et la dot n'était pas négligeable, puisqu'elle représentait à peu près le tiers de la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Aquitaine, l'Aunis, l'Anjoumois, l'Angoumois, la Saintonge, l'Anjou, et puis aussi, d'une autre manière, la Bretagne, et bien entendu, la Normandie, qui faisait partie déjà du domaine du roi d'Angleterre. Et non seulement il perd toute cette partie de la France, mais elle va épouser le roi d'Angleterre. Et elle épouse le roi d'Angleterre, à qui elle va transmettre ce tiers de la France qui est ainsi perdu par le roi de France. Le roi de France se trouve donc avec un domaine royal extrêmement réduit et il meurt après avoir évidemment échoué un peu dans sa tâche de rassembleur du précaré, qui était celle que le roi de France s'était fixée. Ensuite, vous avez son fils qui lui succède et qui s'appelle Philippe Auguste. Et Philippe Auguste va, pendant toute sa vie, réparer les erreurs de son père, puisqu'il va récupérer, par une politique diplomatique habile et militaire également, il va réussir à récupérer l'essentiel des territoires perdus. Et si vous regardez une carte, vous voyez à quel point le domaine royal a été agrandi par Philippe Auguste. D'ailleurs, il a reçu ce nom de Auguste parce que, par référence à celui qui a augmenté le territoire royal. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez le nouveau roi d'Angleterre, celui qui a succédé à son frère Richard Cœur de Lion, et qui s'appelle Jean Santerre. Vous savez, le héros de Robin des Bois. Oui. Il a le mauvais rôle. Il a toujours le mauvais rôle. Mais il va avoir également le mauvais rôle au cours de cette bataille, à tous les sens du terme. Jean Santerre va vouloir récupérer tous les territoires qui ont été perdus. Et c'est pour cela qu'il va monter une coalition qui groupera l'empereur d'Allemagne, qui s'appelle Otton IV de Brunswick, de la dynastie des Saxons, et également le comte Ferrand de Flandre,
Et pourquoi tous ces gens-là se combattent-ils, veulent-ils combattre le roi de France? Ben, le comte Ferrand combat le roi de France parce que le roi de France lui a pris 2 villes, Saint-Omer et la ville d'Aire, dans l'Aisne, et donc il veut réparer ça, il veut récupérer ses terres. Quant à l'empereur Othon IV, il sait très bien que le roi de France ne lui est pas favorable, puisqu'il soutient l'autre dynastie, la dynastie des Hohenstaufen, qui est représentée à l'époque par le petit-fils de Barberousse, qui s'appelle Frédéric II, qui sera le grand empereur Frédéric II Hohenstaufen. Qui, lui, est donc du côté de Philippe Auguste. Et qui est donc parfaitement du côté de Philippe Auguste, et qui enverra d'ailleurs des délégués côté de l'armée française. Bon, alors, donc le but de tous ces gens, c'est de prendre l'armée française en tenaille et de se retrouver à Paris pour effectuer un partage de la France, réduisant le roi de France à un petit roitelet, éventuellement, si on peut, lui prendre la vie. Car il y a des gens autour d'Othon IV et de Jean sans Terre qui espèrent bien tuer le roi à l'occasion du combat. Il faut savoir également que, et ça c'est une chose qui a une importance pour l'avenir de l'événement, après l'événement, mais la façon dont il va être présenté dans le temps, il faut savoir que Othon IV est excommunié, a été excommunié par le pape, parce qu'il a refusé de laisser au pape le royaume des 2 Siciles que le pape Innocent III voulait s'attribuer. Alors ça, c'était pas une excommunication religieuse. Ah, mais à l'époque, vous savez, les excommunications, c'était pas du tout pour des raisons théologiques. On n'avait pas payé l'impôt du pape, on n'avait pas voulu lui donner une terre qu'il désirait, ça suffisait pour être excommunié. Absolument. Oui. Ah oui, c'était une chrétienté virile. C'était différent, mais nous allons voir qu'elle était très virile. Elle était encore plus virile que vous ne le dites. Donc, le roi Philippe Auguste essaye de desserrer l'étau, donc il va réunir des diplomates, il va essayer de faire pression sur les puissances neutres pour arrêter cette coalition, mais il n'y arrive pas, alors il décide qu'il n'y a qu'une solution, c'est de se résigner à la guerre. Il sait très bien, le roi Philippe Auguste, que le roi Jean sans Terre va débarquer en France, et il sait où. Il sait que le roi Jean sans Terre va débarquer à La Rochelle. Donc il va essayer de remonter vers le nord en conquérant les territoires de l'Anjou, du Poitou, qui le séparent du lieu de campement de Philippe Auguste, qui à l'époque se trouve à Tournai. Donc très loin de La Rochelle. Très loin de La Rochelle. Et que fait le roi Philippe Auguste? Il envoie son fils, Louis, qui s'appellera par la suite Louis VIII, et il l'envoie pour arrêter les troupes du roi Jean sans Terre. Et ce qui se passe, c'est que Jean sans Terre ne participera pas à la bataille. Non, mais il n'est jamais dans les batailles. Il n'est jamais dans les batailles. C'est quand même un gros lâche. Hein, il est considéré comme très maladroit sur le plan militaire. Et peureux, oui. Oui, enfin, il n'aime pas beaucoup participer directement au combat. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Qui aimait Richard Cœur de Lion, il aimait. Oui, son frère, naturellement, son frère, oui, ça c'était exact. Bref, donc, Jean sans Terre remonte vers la forteresse de La Roche-aux-Moines, qui se trouve près d'Angers, et là, eh bien, il apprend, au moment où il est en train d'assiéger cette forteresse, que les troupes du futur roi Louis, donc le fils de Philippe Auguste, s'avance vers lui. Et là, il décide de laisser le terrain, de s'enfuir, car, explique-t-il, après tout, l'essentiel est fait. Nous avons bloqué, nous avons fixé les troupes du roi de France, il a été obligé de séparer la moitié de son armée, nous pouvons maintenant laisser Philippe Auguste s'expliquer tout seul avec l'empereur et le comte de Flandre. Comment se passe ce combat? Et d'abord, il faut essayer de voir quels sont les gens qui vont s'opposer. D'abord, autour du roi Philippe Auguste, eh bien, il y a les cousins, ces Capétiens, le comte d'Auxerre, le comte de Dreux, le duc de Bourgogne, et également des grands féodaux du domaine royal, en particulier Mathieu de Montmorency. Vous savez que les Montmorency s'appelleront tous Mathieu, sauf exception, jusqu'à l'extinction de cette famille à la fin du XIXe siècle.
Et donc, il y a également autour de lui des chevaliers, n'est-ce pas? Parmi eux, eh bien, il y a des petits feudataires, je cite, qui ont des noms quelquefois un peu pittoresques. Par exemple, il y a un seigneur lorrain qui s'appelle Gérard Latruy. Hein? C'est moins beau que de Montmorency. C'est possible. Bon. Et puis d'autres qui s'appellent Mauvoisin, Pierre Mauger, qui forment à peu près une troupe de 1300 hommes. Vous voyez, ce ne sont pas des quantités énormes. Et puis il y a ce qu'on appelle les sergents, c'est-à-dire des gens qui chevauchent, qui combattent à cheval comme les chevaliers, mais qui ne sont pas nobles. Ils représentent à peu près 1500 personnes et ils sont dirigés par un chef qui s'appelle Pierre de la Tournelle. Et puis il y a également la piétaille. En tout, les historiens se disputent un peu pour savoir l'importance des troupes qui s'opposent, mais en tout, on peut dire que Philippe Auguste a à peu près 7000 hommes. Et en face de lui, eh bien, vous avez Jean Santerre, autant de Brunswick dont on va parler, le comte Guillaume de Hollande, dit Guillaume le Poilu, hein, Guillaume de Salisbury, je ne me demande pas pourquoi, dit Longue Épée, qui est le frère bâtard du roi Jean, et puis le fameux comte Ferrand de Flandre, et puis un ennemi personnel du roi Philippe Auguste, qui est le comte de Boulogne, Renaud de Dampmartin. Oui, on sait pourquoi il lui en voulait autant. Eh bien, il lui en voulait parce qu'il estimait que le roi s'était emparé de fiefs qui lui revenaient. D'accord. Comme Ferrand. Oui, en fait, vous savez, les raisons de se battre tournent toujours autour de ce genre de sujet. En tout, 11 000 hommes. Comment commence l'engagement? Eh bien, tout simplement parce qu'il commence dans une malentendu. Un malentendu, certains historiens disent un piège tendu par le roi, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, au départ, le roi Philippe Auguste ne veut pas déclencher l'engagement et il fait retraite. Je ne dis pas qu'il s'enfuit, non, il fait retraite. Il est à Tournai et il descend vers le sud, en direction de Paris, en vue de chercher peut-être un lieu de rendez-vous plus favorable. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les ennemis, les impériaux, vont se diviser sur le point de savoir s'il faut poursuivre le roi. D'un côté, vous avez l'empereur Othon qui est plutôt circonspect. Et puis vous avez de l'autre côté les milices flamandes qui sont avides de curer, qui sont avides de récupérer du pillage. Et donc ces gens-là disent « sus aux Français ». Et donc ils poursuivent le roi Philippe Auguste qui va se rendre compte de ce qui se passe et qui va calmement retourner son armée. Et il va la constituer en bataille, en transformant son arrière-garde en avant-garde, et il va faire comme on fait toujours en pareil cas. On commence par s'arrêter dans une chapelle, le roi prie en public, il sort, il fait une élocution dans laquelle il dit ce qu'on a coutume de dire en pareil cas, c'est-à-dire « Dieu est avec nous hein ». Et d'ailleurs c'est vrai, puisque l'empereur est excommunié, n'est-ce pas ? Et puis, à ce moment-là, il commence à attendre de pied ferme l'arrivée du corps de bataille ennemi. Et la bataille va se déclencher en trois parties. D'abord, dans un premier temps, c'est l'aile droite qui est attaquée par les chevaliers flamands. Cette aile droite... l'aile droite française est attaquée par les chevaliers flamands. Menée par Ferrand, c'est cela? Alors, tout à fait. Et le comte Ferrand, l'attaque ne réussit pas. Les Français contre-attaquent et ils réussissent à blesser et à faire prisonnier le comte Ferrand de Flandre, qui manque d'ailleurs être étripé par les communes. On se souvient de Ferrand, te voilà ferré, qu'on a appris dans le Lavis. Certainement, Catherine, mais il ne faut pas anticiper. Nous verrons ce qui lui arrivera après la bataille.
Et là, il y a les communes, et ça c'est la première chose qui se passe, la première fois que ça se passe au cours d'une bataille des Capétiens, les communes ont envoyé des milices, hein, et ces milices participent au premier choc de la bataille. Voilà. Alors, la chevalerie flamande est battue, mais la bataille continue sur l'aile gauche, et là ce sont les chevaliers anglais qui vont attaquer la chevalerie française, et ils sont conduits par Guillaume Longue-Épée, le comte de Salisbury. Et là, ils sont un peu étonnés parce qu'ils trouvent en face d'eux les évêques, les deux évêques. Vous savez, à l'époque, ces évêques avaient des comportements tout à fait étonnants pour aujourd'hui. En particulier, l'évêque de Beauvais, hein, qui s'appelle Guillaume de Dreux. Et l'évêque de Beauvais, vous savez, en tant qu'évêque, il n'a pas le droit de tirer l'épée, donc il ne se sert pas d'une épée. Non. Mais par hasard, il dispose d'une masse d'armes. Ça sert bien aussi. Et avec cette masse d'armes, il fait merveille. Il blesse le comte de Salisbury à la tête à coups de masse d'armes. Eh ben, les évêques à l'époque. Et l'autre évêque. C'est pas de nos jours qu'on verrait ça. On se prend à rêver. Oui. C'est vrai, hein, c'est difficile à imaginer. Et l'autre évêque, qui n'est pas encore tout à fait évêque, il va l'être par la suite, mais il a été élu, c'est-à-dire qu'il est désigné évêque, qui s'appelle Frère Guérin. Et Frère Guérin est un hospitalier, autrement dit ce qu'aujourd'hui nous appelons l'ordre de Malte, puisque l'ordre de Malte et l'ordre hospitalier ont fusionné par la suite. Et lui non plus ne fait pas comme l'ordre de Malte d'aujourd'hui, qui s'est transformé un peu Soigner les malades. Non, mais non seulement ça, mais faire l'accueil des immigrés. L'ordre de Malte, à l'époque, est encore une institution guerrière, et le frère Guérin va combattre, il va servir de stratège, car il connaît bien la stratégie. Et donc, Salisbury va être également blessé, et il va être fait prisonnier. Et à partir de là, eh bien, c'est le dernier carré, c'est-à-dire la bataille entre le centre royal et le centre impérial, c'est-à-dire l'empereur contre le roi. Et on a un corps à corps entre l'empereur, Otto IV, et le roi de France, Philippe Auguste. Tous les deux vont être désarçonnés, tombent de cheval, sont frappés, ils ne sont pas trop blessés parce que quand même ils ont une bonne armure. Et finalement, l'empereur Otton est obligé de s'enfuir, enfin de quitter le combat, car il est en minorité. Et le roi de France est sauvé par un chevalier dont l'histoire nous a gardé le nom, Guillaume des Barres. Guillaume des Barres, qui arrive comme un fou furieux, qui attrape le haume de Otton et qui sauve le roi. Voilà, la bataille est terminée, hein, et à partir de là, eh bien, les cartes sont complètement redistribuées. La France conserve ses conquêtes, enfin ses reconquêtes, si on peut dire. Philippe Auguste est sorti vainqueur, et la dynastie capétienne va utiliser cette bataille, cette victoire, comme un élément de qualité nationale, de symbole national, puisque le drapeau qui a été porté par les communes, hein, qui a été gardé par les communes, c'est ce qu'on appelle la Montjoie, l'oriflamme de Saint-Denis, qui est un drapeau rouge, fleur d'Elysée, n'est-ce pas, et qui symbolise la monarchie française pendant plusieurs siècles. Et la bataille de Bouvines va rester un symbole de l'unité française jusqu'au XIXe siècle, et je dirais jusqu'à 1945. Depuis, elle est un peu oubliée, mais il convient de s'en souvenir en cette année 2014. Merci Pierre, parce que vraiment vous avez été très clair et très brillant. Chers amis, nous nous retrouvons après une courte pause. Chers téléspectateurs de TV Liberté, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre programme de l'émission Passé-Présent, et je laisse la parole à notre amie Catherine Gourin, qui va nous parler après Mata Hari, dont nous avons écouté en haletant les derniers moments la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, Catherine nous réserve un personnage peu connu,
qui a effectué un périple fascinant en plein XIXe siècle, en plein règne de Napoléon III. C'est donc l'équipée de Madame de Bourboulon. Voilà, un personnage effectivement peu connu, même si elle a beaucoup écrit, cette dame, et qu'elle écrivait très bien. Alors elle est écossaise et elle est née Catherine MacLeod. MacLeod comme le mari de Mata Hari, mais des MacLeod c'est comme des Dupont ou des Durand en France, donc il n'y a pas de lien particulier. C'est une jeune fille donc née en Écosse qui va très vite aller vivre aux États-Unis chez une tante, puis en Amérique du Sud chez un oncle qui est diplomate. Donc cette jeune femme apprend les langues facilement et s'intéresse à tout, et prend des notes et écrit dès son plus jeune âge, et pas un journal intime, elle écrit des choses sérieuses sur ce qu'elle voit, sur la composition des sociétés, etc. Elle rencontre lors d'un vaste tour d'Europe, parce qu'à l'époque, effectivement, on faisait ses humanités en Europe, et elle rencontre un diplomate français, Monsieur de Bourboulon, Alphonse de Bourboulon, qui n'est connu que parce qu'il est le mari de sa femme, et elle l'épouse en 1851. Il est tout de suite nommé en Chine. Or, la Chine, en 1851, est totalement fermée aux étrangers, et c'est lui qui sera chargé d'établir la légation française. Donc, ils partent à Pékin, ce qui n'est déjà pas rien. Elle fera 5 fois l'aller-retour, hein. Et elle s'intéresse tout de suite, de façon extrêmement précise, à la Chine. Elle commence même à baragouiner quelques mots. Elle est reçue à la cour. Enfin bon, elle vit pleinement sa vie de femme de diplomate. Ce qui va avoir des hauts et des bas d'ailleurs, parce que le père de Chapdelaine va être exécuté par les Chinois. Ça va déclencher une seconde guerre de l'opium. Il va y avoir des troubles terribles. Elle va être à un moment avec son mari assiégée dans Shanghai. Elle verra les cadavres empilés devant la porte de la légation française. Elle va réussir à quitter Shanghai, à regagner Pékin. Enfin, c'est une fille qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui monte très bien à cheval, qui a des nerfs d'acier. Et même quand la légation française est assiégée par des milliers de Chinois extrêmement hostiles, elle ne panique jamais. Et puis, bon, le séjour se termine. Elle a assisté au sac du Palais d'été et tout ça, ce qui ferait un très beau sujet d'ailleurs un jour, si nous pouvons en parler. Et Monsieur de Bourboulon est rappelé en France. Et là, elle dit, avec sa pointe d'accent écossais, « Et si on rentrait à cheval ? Ça serait plus amusant que de rentrer en bateau. On a fait 5 fois le voyage en bateau. J'aime bien monter à cheval. On pourrait rentrer à cheval. » Et lui dit, « Ben oui, voilà, comme ça. » Mais c'est quand même une expédition invraisemblable. C'est 12 000 kilomètres dans des terrains hostiles. Alors, bon, hostile plus ou moins, parce que ça va être un voyage très organisé. Aujourd'hui, ça serait un peu comme le raid gauloise, si vous voulez, quelque chose comme ça, au moins pour la première partie. Les Chinois sont complètement calmés, donc la légation française va leur dire « Vous allez nous préparer le voyage avec des accueils chaleureux, confortables, propres et de la bonne nourriture dans tout l'Empire. » C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils vont de mandarin en mandarin avec toute leur suite. Et la première partie en Chine se passe relativement bien, à part que c'est quand même très fatigant. Mais chaque fois, elle écrit ce qui se passe, l'accueil dans les villes. Ils arrivent dans des petites bourgades de 4000 âmes, comme elle dit. Il y a les 4000 personnes qui se précipitent devant Madame de Bourboulon parce que c'est la première fois qu'ils voient une Européenne. Et elle écrit des choses assez drôles sur ces visages absolument impénétrables. Alors, il ne crie pas « bienvenue », il ne crie pas à mort, mais il la regarde comme ça, fixement, et elle dit que c'est un peu angoissant quand même, ces Chinois-là qui s'accumulent autour d'eux pour les regarder. Alors j'ai regardé sur Internet, je ne connais pas la Chine, mais j'ai regardé sur Internet la liste des petites villes qu'elle traverse. Et bien, ces petites villes qui avaient 4000 habitants, parfois 15 000, maintenant elles ont toutes plus d'1 million d'habitants. Donc on voit que la Chine s'est développée, ça c'est sûr. Elle fait quelques emplettes parfois dans les plus grandes villes, là où il y a une sorte de souk.
et elle achète en particulier des pelisses parce qu'elle sait qu'elle va devoir traverser la Mongolie. Alors, ils sont partis le 17 mai 1862, et dans la même journée, elle peut avoir -4 le matin et +32 l'après-midi. Donc, c'est quand même un climat rude et difficile et un voyage difficile. Mais elle fait des emplettes. Et elle a cette phrase extraordinaire que je cite de mémoire en disant « Ils sont incroyables ces Chinois, qui sont commerçants, mais si un jour ils se mettaient à faire du commerce en Europe, mais on n'aurait plus aucune chance parce que ce sont des commerçants remarquables. » Si elle voyait qu'aujourd'hui la moitié de tout ce qu'on consomme est fait en Chine, et la moitié c'est encore plus, enfin bon. Elle arrive dans une petite ville chinoise. Et là, elle dit, on a eu un repas extraordinaire. Pour une fois, on a eu du pain. Parce que jusque-là, c'était chaque fois de la cuisine chinoise. Et elle dit, c'est formidable. Là, ils ont une communauté de mahométans, c'est-à-dire de musulmans. Ils font du pain presque aussi bon qu'à Paris. Et elle parle de cette communauté de mahométans, elle s'y intéresse, ils s'appellent les Oei Oei. Elle dit ils ne parlent plus du tout arabe, mais ils ont quelques petites singularités, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ils ne sont pas totalement mélangés avec les Chinois, ils sont encore musulmans. Arrive le grand moment, c'est la traversée de la Mongolie et du désert de Gobi. Alors là, ça se gâte, parce que en Chine, elle avait l'accueil chez les mandarins, donc en général c'était propre, luxueux, parfois c'était des petites auberges, mais c'était quand même correct. Et en Mongolie, il va falloir faire du camping, donc, parce que là, c'est plus l'empire chinois, c'est un terrain, un terrain qui appartient à personne. En tout cas, les Chinois n'y sont plus les maîtres, donc personne ne les attend. Et les chaos de la route sont épouvantables. Vous imaginez traverser le désert de Gobi avec des charrettes. Elle tombe malade parce que le climat est très très dur. Au désert de Gobi, c'est une horreur. Et elle dit que les lits en fer démontables qu'ils ont emportés donc pour faire du camping sont tellement secoués par les chaos qu'ils sont inutilisables et qu'ils doivent finalement dormir par terre, roulés dans des fourrures, des couvertures en feutre, etc., etc. Elle écrit des pages extraordinaires sur la nature qu'elle traversait, sur les oiseaux, sur les animaux, sur la beauté de la Mongolie vue d'une montagne où on voit à perte de vue, mais comme un océan de prairies avec des petits chevaux qui courent là-dedans. Enfin, elle a beaucoup de poésie. Et ils arrivent, vaille que vaille, à traverser ce désert de Gobi. À un moment, ils tombent devant une faille de 2 mètres. Comment on traverse une faille de 2 mètres qui s'étend sur des centaines de kilomètres à droite et à gauche. Donc il faut absolument faire passer la faille aux chevaux, aux charrettes, à toute l'équipe. Un cheval va tomber, se casser une patte, et ils vont le tuer, enfin l'abattre et le manger. Et elle dit que ça sera le meilleur repas de tout le voyage. La seule chose, c'était le combustible. Le combustible, c'était les bouses. Et ça la dégoûte profondément. Donc, en gros, pendant toute la traversée de la Mongolie, elle mange que du biscuit trempé dans une espèce de laitage. Et s'ils n'ont pas emporté d'eau, mais ils ont emporté des liqueurs. Et elle va même fêter la fête de la reine Victoria avec 2 bouteilles de champagne. J'imagine qu'elles étaient tièdes et secouées, mais enfin 2 bouteilles de champagne dans le désert de Gobi, puisqu'elle n'oubliait pas qu'elle était d'origine anglaise. Ils vont arriver à Urga, qui est maintenant Ulaanbaatar. Alors là, ouf, le plus dur est fait. Et finalement, ils vont pousser jusqu'à Irkoutsk. Alors la première ville russe, elle retrouve la civilisation. Et là, il y a une espèce de potentat russe qui les reçoit avec une nappe. Elle est épatée par la nappe. Il a même de la belle vaisselle. Et elle a cette phrase, c'était presque comme au Grand Hôtel de Paris. Elle termine le voyage absolument épuisée, malade. Elle est sans arrêt malade, la pauvre. Elle va revenir à Paris par le train à partir de Irkoutsk et elle va mourir des suites de ce voyage. Elle n'avait pas 38 ans. Mais elle nous laisse un livre très attachant parce que vraiment, c'était une femme intelligente et qui savait écrire ce qu'elle voyait. Donc vous découvrirez dans ce livre qui s'appelle L'Asie cavalière. Il y a plusieurs éditions, ça c'est une édition de poche chez Phébus. Vous découvrirez ce qu'elle dit de la cour de l'empereur de Chine et bien sûr ce voyage fabuleux. C'était quand même une femme qui mérite d'entrer dans l'histoire.
à la semaine prochaine pour une autre héroïne peut-être. Cher Pierre, nous arrivons à la troisième partie de l'émission. Parfaitement. Et après avoir rêvé avec vous sur la Mongolie des siècles passés, eh bien nous allons rêver d'un site qui n'est pas très éloigné de nous géographiquement, à savoir Vaux-le-Vicomte, avec monsieur Cyril Bordier, qui va nous en parler avec toute l'érudition et la connaissance possible. Alors, Cyril Bordier, vous êtes architecte du patrimoine et des monuments historiques et un passionné par Vaux-le-Vicomte, et vous êtes venu avec votre éditeur, car c'est une équipe qui a fourni un livre exceptionnel, Vaux-le-Vicomte, genèse d'un chef-d'œuvre aux éditions Italiques. Alors, une première question très, très évidente. Il y a tellement de livres sur Vaux-le-Vicomte. Pourquoi un énième livre? Il n'y a pas beaucoup de livres sur Vaux-le-Vicomte, uniquement sur Vaux-le-Vicomte. Plutôt, il y a beaucoup de livres qui parlent de l'ensemble de cette période architecturale. On considère Vaux-le-Vicomte un petit peu à l'origine de pas mal de grands édifices royaux ultérieurs, mais des livres sur Vaux-le-Vicomte, il n'y en a pas eu. Oui, il y a des livres de photos, il y a des livres d'anecdotes, voilà, des livres de promenades, des livres qui sont un peu comme Versailles. Plus, voilà. Ah oui, mais Versailles, oui, là, il y a beaucoup de livres. Il y a plus de livres. Oui. Alors, Jean-Pierre Thurberg, les éditions italiques sont spécialisées plutôt dans l'histoire de la guerre de 14, des conflits du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a décidé à publier un livre d'architecture? Car c'est un livre d'architecture, même si c'est beaucoup plus que ça, ce que nous allons découvrir. Alors, il y a le terrain qui est un terrain favorable, puisque j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie dans une maison d'édition qui était spécialisée dans l'architecture. Donc c'est un peu un retour des premières amours. Et puis il y a la rencontre, qui en matière d'édition joue un rôle important. Et la rencontre, c'est la rencontre de Cyril, qui, je dois dire, est un auteur assez hors norme. D'abord parce qu'il est extrêmement facile de travailler avec lui, ce que je ne dirais pas de beaucoup de nos auteurs, hélas. Et ensuite parce qu'il a une fantaisie de tous les instants qui rend le travail plaisant, et Dieu sait qu'on a travaillé sur ce livre, enfin surtout lui. Et puis aussi parce qu'il a une vision de Vaud que je crois personne d'autre ne peut avoir. Pour s'en persuader, les téléspectateurs pourront simplement regarder la page d'introduction signée par M. de Vaugué, au pied de laquelle figure une petite photo de mon voisin, mais qui n'était pas à l'époque architecte du patrimoine et des monuments historiques, qui faisait plus prosaïquement du tricycle dans les allées de Vaux-le-Vicomte dans sa plus tendre enfance, car j'ai appris que Cyril, qui habitait à un jet de pierre du château, avait déjà commencé ses relevés architecturaux et historiques à 4 ans, à un âge où nous ne sommes pas vraiment préoccupés d'architecture. Voilà. Donc un livre magnifique pour un château magnifique. Et vraiment, je crois que c'est l'histoire d'une passion pour vous, Cyril Bordier, ce château. Oui, j'ai fait les monuments historiques, vraiment à cause de Vaux-le-Vicomte. Mais j'étais pas forcément prédestiné à ce chemin-là. J'aimais plutôt l'architecture contemporaine. D'ailleurs, je dessine des aéroports à côté. Mais Vaux-le-Vicomte, c'est tout de même à la fois une passion, et c'est en l'ayant étudié, finalement, je considère que c'est vraiment le socle du classicisme français et quand même de la grande architecture française, parce que l'étranger, le monde entier vient voir, c'est quand même cette période, c'est Versailles, c'est Louis XIV, et donc et tout a commencé à Vaux-le-Vicomte. Donc finalement, oui. c'est un petit peu légitime de replacer Vaux-le-Vicomte au cœur de cette période fastueuse, et surtout de rendre à Vaux-le-Vicomte le rôle de premier. Voilà. Alors, on connaît tous, plus ou moins, cher Pierre, c'est pas vous qui allez me contredire, l'histoire de Fouquet, la fameuse jalousie, la fameuse fête du 17 août où Louis XIV aurait été jaloux. Alors, c'est une légende, en fait. C'est une légende. Il avait décidé l'arrestation de... Elle était déjà prête. De Fouquet bien avant. Dès que Mazarin meurt, évidemment, oui. La place, Colbert et Fouquet, tous les deux, pensaient être légitimement le successeur. Alors, évidemment,
un fauteuil pour deux, et Colbert a usé de tous les moyens, même les pires, pour écarter son adversaire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait des scènes pareilles dans la vie politique, bien sûr. mais voilà, donc dès que la demeure est susceptible de recevoir des fêtes et la cour, Fouquet ne s'en prive pas, et donc la fête dont on parle, celle du 17 août, qui sera la dernière, est déjà la 5e. Donc Louis XIV est venu un mois avant et l'année d'avant, et depuis 2 ans et demi, la cour est reçue à Vaux-le-Vicomte. Alors ce livre est fabuleux parce qu'on suit le chantier et on voit à partir du terrain qui n'était pas... C'est une préoccupation d'architecte. Bien sûr. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Encore fallait-il, au-delà du projet sur un papier, il fallait mener ce projet avec un parallèle très intéressant, c'est l'évolution de la carrière politique de Fouquet, qui n'est pas du tout, là aussi, un autre mythe auquel il faut vraiment tordre le cou, qui est que tout aurait été fait en 5 ans, ce qui est absolument une aberration. Ça provient simplement qu'il y a une signature et une date derrière un plan. À partir de ce moment-là, on dit tout a commencé. Un jardin de cette taille-là, de cette importance, de cette nouveauté, ne peut pas... Le nôtre, on le rappelle. Le nôtre, oui. Faut-il le rappeler? Mais ne se fait pas en 5 ans, d'autant, et c'est là où ça devient intéressant d'avoir étudié cette partie-là, c'est 20 ans de travaux, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, c'est pas beaucoup en tant que quantité, mais beaucoup d'études pour modeler le terrain naturel en ce que c'est devenu. Tout de même, pas beaucoup de travaux, il faut quand même dire, et ça c'est un des mérites de Cyril, de l'avoir bien expliqué et montré avec des dessins dans le livre. Il faut rappeler que le terrain a été complètement remodelé, redessiné. Totalement. Il y a eu des travaux de terrassement absolument colossaux qu'on n'imagine pas aujourd'hui pouvoir mener sans des machines. On a détourné un cours d'eau. Mais là, voilà, ça c'est un petit peu dangereux, parce que quand on dit des travaux colossaux, le problème c'est qu'aujourd'hui, des travaux colossaux, je pense que c'est un aéroport. Oui. Voilà, là, on prend quelques hectares. C'est aussi un domaine que je connais bien. À l'échelle de l'époque. À l'échelle de l'époque, mais encore, quand j'ai étudié, alors c'est ça qui a pris du temps, j'ai fait un peu comme les gens sur place quand ils sont arrivés. En fait, on a un axe nord-sud, on en reparlera tout à l'heure, mais la pente naturelle des terres n'est pas du tout nord-sud, elle était biaise, on va dire nord-ouest-sud-est. Alors, pourquoi, déjà, comment arriver à basculer le terrain pour qu'on ait la sensation que ce soit un escalier régulier orienté au sud? Voilà, alors le cours d'eau, on déplace une rivière. C'est quand même pas Staline qui inverse le sens d'un fleuve, mais il y avait un ruisseau qui se baladait au milieu. Visiblement, il gênait dans le projet. Encore, on avait un projet sur le papier. Alors déjà, il y avait toute la conception, comment avoir une parfaite connaissance de la topographie réelle. Alors là, c'est tout l'intérêt, comment on mesurait. Comment on calculait ces pentes, comment on allait fabriquer ces terrasses, où est-ce qu'on allait mettre les terres qu'on déploie, etc. Donc moi, c'est tout ça qui m'a intéressé. Et en fait, tout provient des militaires hollandais qui étaient très en avance sur les cartes, et notamment cartes maritimes. Parce qu'on s'était bien rendu compte que finalement, les cartes que l'on avait n'étaient pas du tout à fait fiables, et surtout, elles ne donnaient pas des informations précieuses pour des armées, qui étaient le degré d'une pente pour faire monter des régiments, monter des canons, franchir des fleuves, retrouver toute une topographie, dégager des forêts ou pas, etc. Et donc, en fait, cette science de la cartographie qui a été lancée en début de siècle, eh bien, est récupérée, en tout cas les instruments ont été récupérés par toutes ces équipes de concepteurs qui devaient faire quelque chose de très nouveau pour Fouquet, qui était un maître d'ouvrage extrêmement... maître d'ouvrage très pointilleux, en avance sur son temps, un grand mécène, intéressé par toutes les sciences. Et donc, il était question, évidemment, de ne faire que du neuf. Et là, il a fallu se lancer. Personne n'avait jamais fait ça.
Personne n'avait utilisé des appareils scientifiques qui servaient à faire des cartes en retournant le principe, c'est-à-dire imaginer un terrain idéal, puis comparer le terrain existant, modeler le terrain existant pour arriver au projet. Donc ça, c'est vraiment une démarche d'architecte. Donc ça, là-dedans, j'ai senti que c'était d'abord primordial et que je pense que ça échappe à tous les livres, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les mêmes pour Versailles, c'est les mêmes pour les autres projets. C'est comment passe-t-on de ce terrain biais à cette sorte de perfection? Alors, non seulement vous êtes architecte et historien de fait de Vaux-le-Vicomte, mais vous êtes également un artiste. Et nos amis téléspectateurs retrouveront dans le livre vos merveilleux dessins, aquarelles. Vous dessinez de façon... Alors, je ne sais pas si on peut montrer là... on va montrer quelques dessins. Et justement, grâce à vous, Cyril Bordier, on suit... les étapes du chantier et de ce terrain voilà, oui, on peut voir ça. Là, on peut trouver le terrain. S'il faut trouver. Tout à fait au début. Et comment avez-vous travaillé? Vous êtes parti d'archives qui étaient localement dans le château ou vous avez trouvé... Pour les jardins, toute cette phase, il n'y a rien. Ah. Et donc... Voilà, des vieilles cartes topographiques et des cartes qui montrent finalement la nature des sous-sols m'ont montré finalement un petit peu les courbes géologiques anciennes. Ça, on a beau tailler dedans, les coupes et les formes sont toujours là. Et à partir de ça, j'ai compris, en plus, la petite rivière qui a été déroutée, eh bien, on en retrouve des petits éléments qui sont dans les forêts. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de comprendre où étaient passées les terres qu'on a déblayées. Et c'est dans un traité qui a été écrit 50 ans plus tard, des alliés d'Argenville, qui explique comment on fait un jardin. Alors, c'est un pavé de 400 pages, et la description est telle qu'on croit que c'est Vaux-le-Vicomte. En fait, c'est pas Vaux-le-Vicomte, mais c'est une théorie, mais c'est tellement la description de Vaux-le-Vicomte. Et en fait, eh bien, il explique que ce qui coûte le plus cher à l'époque, c'est de déplacer les terres. D'où, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être de gros travaux de terrassement, mais intelligemment exécutés. Il n'est pas question d'envoyer... Parce que j'ai cherché des collines. Parce que, pour reprendre un principe, eh bien, quand le nôtre est en charge d'ouvrir les Champs-Élysées, de faire cette perspective jusqu'au soleil couchant, parce que pour le roi, il fallait le soleil couchant, il a trouvé que la colline où sera édifié l'Arc de Triomphe était trop haute. Et donc, il l'a fait raser. Et qu'est-ce qu'il a fait de la terre? Et il a mis la terre juste à côté, c'est la pente de la rue de Balzac. Donc, en fait, c'est bien expliqué, chaque terrassement nécessite un transport de terre le plus proche possible, parce que ça coûte très cher. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à essayer de faire des coupes de terrain naturel, parce que j'avais le terrain naturel à l'est, le terrain naturel à l'ouest. Donc je cherchais comment ça s'était fait. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un dénivelé, donc il y a eu un déblai, il y a un remblai à côté, et ça fait la petite terrasse. Et en fait, toutes ces terrasses ont été faites sur le lieu même des déblais. Alors il fallait donc imaginer un projet qui soit aussi, entre guillemets, parfait avec le terrain existant. On aurait pu imaginer une chose complètement folle, mais alors il fallait faire partir les terres loin ou faire venir loin. Non. Donc on a réussi à faire cette perfection vraiment sur place. Relativement à l'économie. Relativement à l'économie. Alors là où il y a de l'économie, c'est l'étalement d'un chantier. Ça revient à ce dont je parlais tout à l'heure, le parallèle entre l'évolution de la carrière et les travaux. Chaque fois qu'une promotion dans la vie politique, enfin la vie professionnelle de Fouquet, il y a des travaux qui sont faits. Et les grands travaux sont lancés au moment où il a la surintendance, la charge de la surintendance après la Fronde. Donc, la dot de ses épouses a dû aider un petit peu aussi. Oui, elle a permis certainement d'anticiper un projet, en tout cas d'en payer les études, et peut-être aussi, évidemment, de regrouper les terres pour constituer le domaine, parce que ça s'est fait, il y a eu 700 et quelques acquisitions, échanges, regroupements. Ah oui, 700 acquisitions. C'est énorme. Oui, avant que Cyril ne parle de l'histoire
du château et des mésaventures de Fouquet, il y a une question que je me suis posée, que je n'ai jamais eu l'occasion de lui poser pendant qu'on travaillait à ce livre, c'est le voisinage éventuel entre ces travaux de terrassement dont on vient de parler, menés par le Vau, et un Vauban, par exemple. C'est ce qui vient, en voyant la photo aérienne d'Arthus Bertrand, ça me vient à l'esprit. La problématique est la même. Il s'agit de réaménager complètement. Tout à fait. Quiconque a vu Mont-Dauphin ou Briançon voit comment Vauban. Mais vous faites un parallèle intéressant. La préoccupation des cartes militaires est bien d'avoir la connaissance parfaite autour d'une plate forte, de savoir quels seront les axes de tir pour les gens de la place forte, mais aussi pour se défendre. C'est-à-dire qu'il fallait créer tout un univers autour qui permettait de dégager. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans ce parti architectural qui va être très novateur, puisque les communs vont être complètement rejetés et isoler la demeure en arrière-plan sur un socle, là, il y a un côté défensif. En plus, il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'il y a des énormes fenêtres avec des carreaux. Et puis, il y a des échauguettes, il y a des ponts-levis. Il y a des douves d'eau. Il y a un rappel, il y a une espèce de nostalgie de l'architecture défensive. Alors que si on voulait vraiment se défendre, c'est pas du tout comme ça qu'on dessinerait un château. Avec les 4 pavillons d'angle qui plongent dans les douves. Enfin, voilà, il y a une espèce de... Bon, c'est presque un vocabulaire presque décoratif. Mais lorsque Le Vau décrira plus tard la profession d'architecte, eh bien, il explique à quel point l'architecte doit avoir une parfaite connaissance des matériaux et ce que l'on appelle nous aujourd'hui de la résistance des matériaux, c'est-à-dire encaisser des boulets, avoir toutes sortes de forces à l'esprit pour comprendre comment un bâtiment peut se tenir. Et ce qui est vrai, c'est que quand même, c'est un État, Louis XIV a connu plus de guerre que de paix dans sa vie. Donc là, on n'est pas dans un bâtiment défensif. Mais enfin, dans l'apprentissage de l'architecte, il y a des notions militaires qui sont primordiales. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des plans reliefs qui ont été faits comme pour les places fortes? De Vaux-le-Vicomte? Oui. Non. Vaux-le-Vicomte a eu beaucoup d'études, il y avait des maquettes, il y avait évidemment beaucoup de dessins. Aujourd'hui, on n'a plus que 4 dessins et rien. Les maquettes ont disparu, souvent c'est des maquettes d'études. Mais maintenant, on a les dessins grâce à vous. Oui. Moi, c'est un État fin 20e, c'est-à-dire voilà, entre 97, il y en a un peu plus, 1997 jusqu'à 2010. Alors, juste après, il y a eu des restaurations, donc mes dessins retracent une page, mais qui n'est pas voilà, l'état aujourd'hui est un petit peu et qui n'est différent. pas définitif, car je crois qu'il y a quelques semaines a été inauguré ce qu'on a appelé la transparence. Alors, voilà. Parlez-nous de ce beau projet. Alors, à l'époque de Le Vau, le château n'avait pas de porte. Il n'était fermé que par des grilles. Alors, je vais pas... C'est-à-dire dans le grand salon avec la coupole, c'était ouvert. Alors, je suis obligé de parler du parti architectural. Donc, jusqu'à Vaux-le-Vicomte, donc là, c'est une première. Les demeures ont une largeur à peu près de 12 mètres de large et qui d'abord permettait une vue dans les pièces nobles ou dans les chambres, des vues à la fois sur la cour et à la fois sur le jardin. Donc on voit bien ces pièces en enfilade avec les portes qui longent les façades et le lit qui est perpendiculaire au mur de façade, en parallèle, pardon, face à une cheminée. Mais très peu d'intimité puisque toutes ces pièces sont traversées. Alors pour la première fois, je continue sur la période qui précédait Vaux-le-Vicomte, l'étage noble, le piano nobile, c'était au premier étage, ce qui permettait d'avoir une jolie vue sur les parterres immédiats. Et l'étage du rez-de-chaussée est un étage de service. Alors, le Rincy était comme ça, et Maison, de François Mansart, son contemporain, exactement comme ça. Ce qui nécessitait donc un joli vestibule d'entrée, mais tout de suite un grand escalier d'apparat magnifique qui prenait toute la largeur, et on arrivait à un salon qui était la grande pièce de réception centrale. Avec Vaux-le-Vicomte, il décide complètement de casser ce principe, qui était quand même plusieurs siècles, et il va superposer, à la place de superposer, pardon, il va juxtaposer. Et donc d'un bâtiment de 12, on passe à 26 mètres.
Donc on verra les complications de charpente, les complications de couverture, les problèmes de structure. Tout ça, c'est intéressant parce que, encore fallait-il savoir le construire, mais on verra que le veau a eu un passé qui va lui permettre toutes ces hardiesses de dessin et surtout de la capacité à réaliser ce qu'il imagine à une vitesse astronomique, sans avoir de doute sur sa solidité. Et ça tient toujours. Et ça tient toujours. Oui. Mais surtout, il va tirer parti de cette juxtaposition. Il va garder le principe d'enfilade très, très ancien de antichambre, chambre, cabinet. Il va jouer avec une antichambre qui servira 2 appartements. Il proposera une structure en quinconce, donc le bâtiment sera très stable. Et il va maintenir toujours ce vestibule d'entrée. Et il va donc le juxtaposer cette fois-ci au salon qui va être, lui, côté jardin et qui va être, dans l'histoire de l'œuvre de Levaux, eh bien, là aussi c'est une évolution, ce n'est pas la terminaison, mais on se souvient de l'hémicycle de la galerie d'Hercule à l'hôtel Lambert, qui déjà permettait d'avoir une vision, des vues sur la Seine et le paysage sur 180 degrés. C'est à peu près le même principe. C'est l'évolution de cet hémicycle qui va aboutir à cet énorme salon ovale dans le sens de la longueur, le diamètre de 18 mètres, avec un champ de vue exceptionnel. Mais alors, la transparence fait qu'il fallait donner un élan exceptionnel entre ce vestibule et ce salon, puisqu'avant tout se faisait verticalement, maintenant tout se fait horizontalement. Alors, en fait, la demeure est placée à un certain endroit de la perspective, de façon à ce que, lorsque l'on découvre le domaine, c'est-à-dire 300 mètres en haut de la pente, l'œil est calé sur une ligne fictive horizontale qui rejoindra le bout du domaine 1,5 km plus loin. Jusqu'à la statue ligne traverse exactement à l'horizontale le vestibule et le salon. Sans porte. Donc c'est le principe de l'Arc de Triomphe. C'est presque ça. C'est une réadaptation de l'Arc de Triomphe qui, justement, 3 arcades et on traverse de façon avec une fluidité. Donc aujourd'hui, le 19e siècle avait mis des portes pour le confort. Bien sûr, oui. On est certain que ce n'étaient pas des portes à réception, puisqu'il n'y a pas de serrure et il n'y a pas de cheminée. Donc les vraies serrures étaient sur le côté. C'est le grand salon ovale, c'est une inspiration de Palladio, qui explique bien qu'au cœur d'une maison, il doit y avoir une pièce beaucoup plus haute de plafond, de très grande dimension, pour les banquets, pour la musique, pour les repas, pour les fêtes, la danse. Et donc là, le veau s'abreuve de Palladio, tout le projet, tout le Vaux-le-Vicomte, la bâtisse est inspirée des principes de Palladio, pas le jardin, puisque Palladio, on le voit très bien, tout est bien calé sur des axes, soit bien perpendiculaires, mais Palladio n'a jamais développé une deuxième façade, sauf peut-être la Villa Rotonda, mais c'est un bijou, c'est un jeu. Mais il n'y a pas de façade jardin dans les villas de Palladio. Donc c'est uniquement une façade de découverte. Tandis que Vaux-le-Vicomte, par cette transparence, montre que finalement le château n'est qu'un jalon dans toute une composition qui va disparaître au loin. On revient sur le principe des cartographies, on va créer des pentes au loin, de façon à donner l'illusion que finalement les perspectives sont infinies et surtout flatté par la Fouquet en faisant croire que son domaine continue jusqu'à l'infini. On ne sait pas où ça s'arrête. Oui, il est maître de l'univers. C'est très fort. Et on verra que par ce principe d'ouverture sur justement la nature laissée à l'état sauvage sur les côtés, c'est le romantisme 150 ans avant, mais c'est aussi pour donner l'illusion qu'au-delà finalement de la vraie frontière du domaine, eh bien les champs au loin, les paysages appartiennent à Fouquet. Le monde lui appartient. Le monde lui appartient. Alors pour recréer cette transparence, il y avait un problème technique et je crois que Saint-Gobain a beaucoup aidé. Bravo à cette vieille maison française. À la fois bravo à Vaux-le-Vicomte et à la famille Vogüé d'avoir vraiment leur rendre hommage. Rendre hommage, parce que c'est pas dans l'esprit de cette famille. La politique a toujours été de rendre Vaux-le-Vicomte dans l'état dans lequel Fouquet
la laisser, c'est-à-dire revenir au XVIIe siècle. On a de la chance, les descendants des Vauguier et même d'autres avant n'ont pas transformé Vaux-le-Vicomte. Évidemment, au XIXe siècle, on a mis de l'eau courante, des salles de bain, enfin, il fallait un petit peu de confort, puisqu'on y habitait. Que la famille y vit. Et la famille y vit. Alors, ils ont habité dans le château. Maintenant, depuis l'ouverture au public en 1968, ils habitent dans les communs, ce qui était quand même plus facile. Mais il n'y a pas eu de grande modification du château, ni des jardins. Et cette transparence... Et donc la transparence était un rêve depuis les deux générations, de revenir à cet esprit, c'est fabuleux, parce que finalement, c'est grâce effectivement, avec les technologies que l'on a aujourd'hui, Saint-Gobain a proposé le même verre qu'il avait proposé pour la pyramide, pour un verre sans reflet. Un verre sans reflet et très peu coloré. Enfin, sans reflet, très peu de reflets et pas coloré. Parce qu'en général, un verre est un peu vert. Oui. Donc là, il est blanc. Vous parliez un peu de la décoration intérieure et en particulier de cette peinture de la coupole dont vous nous montrez dans le livre des images fascinantes. Alors, oui, bien sûr. Que malheureusement, on n'a pas la possibilité de voir quand on visite le château. Eh bien, on ne peut pas la voir parce qu'elle n'a jamais été exécutée. Ça, c'est une bonne raison. C'est une raison. Elle a été gravée par Audran, donc 20 ans plus tard. Dieu merci, qui, voilà, les détails, et qui donc permet de comprendre. Alors, il y a eu une esquisse faite par Lebrun, qui a été validée par Fouquet. Cette esquisse a permis de faire une maquette qui mesurait 93 cm, et donc qui a été perdue, un petit mètre quand même, et qui a dû permettre de régler certainement tous les artifices de la projection en perspective. Ce n'est pas une mince affaire. Problème géométrique complexe. Alors, la gravure d'Audran se compose en 4 morceaux, mais il y a au Louvre les dessins originaux de Lebrun, du cabinet Lebrun, et qui est mis au carré, c'est-à-dire qu'elle a un quadrillage à la mine de plomb, et donc chaque carreau, qui mesure 6 cm sur le dessin, représentera 2 mètres ou en toise, on passera en toise. Voilà. Donc une toise par une toise, je ne me souviens plus exactement du détail, peu importe. Or, j'ai étudié ces dessins, et ce qui est incroyable, c'est que le dessin, vous voyez cette fresque, vous vous dites, voilà ce que j'aurais vu au plafond. Et pas du tout, c'est le dessin vu d'au-dessus. Ah. Donc là, je n'ai pas d'explication pourquoi elle était dessinée au-dessus, mais peut-être qu'il y avait après un papier intermédiaire, ou peut-être sur un papier comme un papier Japon, parce qu'il n'y avait pas de papier calque, mais il y avait des principes d'agrandissement avec des règles, des multiplicatrices. Et puis, il y avait tout un travail de représentation au plafond avec l'artiste. Au XIXe siècle, le plafond n'ayant pas été fait, au XIXe siècle, le plâtre de ce plafond était dans un tel état qu'il fallait le refaire. Le XIXe siècle a eu la bonne idée de vérifier avant qu'aucun tracé, même à longue, même en creux, n'ait pas été entrepris sur le plafond. Il n'y avait aucune trace, donc on a déposé ce plâtre, on a refait un nouveau. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne savait pas. On n'avait pas les dessins de Lebrun, on n'avait pas les... Et donc, on a fait un aigle avec un ciel. Et il est évident qu'aujourd'hui... Alors, là, maintenant, ça va être la grande bagarre de tous les historiens de la planète. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais l'aventure continue, Cyril Bordier. Voilà, moi, il y a un projet qui consisterait à le projeter, de façon... Parce qu'il faut une certaine réversibilité. Est-ce que réellement, si on construisait un plafond parallèle très fin sur lequel on projette, est-ce qu'on réclamerait la fresque? Est-ce qu'à l'Opéra de Paris, on veut voir la fresque Pompier derrière le Chagall? Je ne sais pas. Voilà, on en est là. L'émission se termine, malheureusement, car vous écouterez des heures, Cyril Bordier. Heureusement, il y a un livre. Heureusement, il y a un livre. Alors, très vite, est-ce que ce livre s'est bien vendu, Jean-Pierre Turbel? Alors oui, de façon... extrêmement agréable. La première édition, qui était quand même de 2000 exemplaires, ce qui pour un beau livre n'est pas un tirage ridicule, même aujourd'hui, la première édition s'est vendue en l'espace de 3 mois, sans une ombre de publicité, sans un passage
d'articles dans la grande presse, ce livre a été plébiscité en librairie. Alors, une des raisons, évidemment, vous l'avez compris, c'est la qualité du travail de Cyril. Et quand je parle du travail, c'est les textes, et c'est aussi cet apparat dessiné absolument extraordinaire dont il a enrichi son ouvrage. Et l'autre raison, un petit peu moins glorieuse, mais très réelle et très réaliste, c'est le prix. Ce livre est vendu 35 €, ce qui le met pratiquement au prix d'un gros livre de poche ou d'un gros ouvrage en édition Princeps. Et ça a joué, c'est devenu à Vaux-le-Vicomte, où il y a une très belle boutique, la famille de Vauguet nous le confirmait l'autre jour, c'est devenu un achat d'impulsion. C'est-à-dire que les touristes qui passent n'hésitent pas un instant à prendre cet ouvrage qui est à un prix extrêmement abordable. Et je crois qu'ils ont envie de revenir quand ils ont vu ce livre. Et je suis persuadé que les téléspectateurs qui auront le livre, qui auront le plaisir de le feuilleter ou de l'acheter, auront envie de retourner à Vaux-le-Vicomte pour lire Vaux-le-Vicomte d'une autre façon. Grâce à Cyril. Grâce à Cyril, avec lequel nous avons d'ailleurs un autre projet. En anglais, par exemple, alors, parce qu'il y a le monde entier défile. Beaucoup d'anglophones se précipitent à Vaux-le-Vicomte, c'est vrai. Il est traduit et l'édition anglaise est sous presse. Et nous rêvons même d'une édition chinoise. Vous parliez tout à l'heure de la pyramide du Louvre. Yeo Ming-pei, l'architecte chinois, et je l'ai appris grâce à Cyril, un admirateur forcené de Vaux-le-Vicomte, où il vient, où il venait, parce qu'il est très âgé maintenant, chaque fois qu'il était de passage en France. Et nous espérons avoir une édition chinoise. Alors peut-être pas une copie du château de Vaux-le-Vicomte, comme celle du château de Maison-Lafitte chez un nouveau milliardaire, mais au moins ce livre dans les librairies chinoises. Eh bien, ça serait une belle revanche de la qualité française. Pierre, l'émission se termine. Merci, messieurs. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Passez présent, bien sûr, si vous aimez l'histoire.